Monsieur le Président de l'UNPIUT, Monsieur le Président de l'ADUT, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs d'IUT, ne pouvant être présente devant votre Assemblée Générale commune pour des contraintes d'agenda indépendantes de ma volonté, je suis en effet en Inde avec le Président de la République, j'ai tenu à m'adresser directement à vous par cette allocution vidéo. L'ambition du Président de la République et du gouvernement pour notre enseignement supérieur répond à un double défi. Le développement des compétences et des technologies de demain et l'élévation du niveau de qualification pour faire face aux exigences d'un marché du travail en pleine mutation. La démocratisation de l'accès aux études n'est pas un supplément d'âme, mais une nécessité pour l'émancipation de notre jeunesse et le redressement de notre pays. Je suis convaincue que les IUT, par leur histoire, par leur positionnement, par leur potentiel, sont particulièrement bien placés pour répondre à ces défis. Les IUT ont 40 ans et toujours la même ambition, celle de porter la voie technologique universitaire à égale dignité de la voie générale, celle d'en faire un parcours de réussite à la fois exigeant et ouvert au plus grand nombre. La voie technologique est indispensable à la formation des cadres intermédiaires dont l'économie a besoin et elle participe à la diffusion d'une culture technologique d'innovation auprès des PME. De ces réussites, vous pouvez être fiers. Mon premier message est donc un message de confiance. Votre offre de formation, votre modèle pédagogique et votre ouverture au monde socio-économique sont autant de forces qui expliquent votre succès auprès des étudiantes et des étudiants, de leurs familles et des employeurs. J'ai d'ailleurs la conviction que la rénovation de l'enseignement supérieur doit prendre exemple sur vos réussites. Je compte sur votre contribution à l'indispensable rénovation pédagogique, au développement des innovations didactiques et des usages numériques. Je pense en particulier au succès d'IUT en ligne. Vous avez de l'avance dans de nombreux domaines. Votre modèle pédagogique, davantage basé sur l'autonomie, le travail en équipe et les projets personnels tutorés, montre la voie. Je vous invite à poursuivre cette démarche et à aller de l'avant en multipliant les passerelles avec les autres filières de l'enseignement supérieur pour pouvoir proposer des parcours plus longs à ceux qui le souhaitent. Comme vous le savez, je souhaite également que nous développions l'alternance. C'est une autre manière d'apprendre et de se former. J'ai fixé un objectif clair, un étudiant sur 6 en alternance en 2020. Nous en avons moins de 7% aujourd'hui dans l'ensemble de nos établissements d'enseignement supérieur, un peu moins de 11% dans les IUT et 4% à l'université. Je suis convaincue que la culture IUT nous aidera à progresser et à faire évoluer le regard sur ce qui doit être aussi une voie d'excellence. Mais nous avons aussi la responsabilité de préparer ensemble l'avenir. La loi que nous préparons est le socle sur lequel je souhaite rénover l'enseignement supérieur, adapter sa pédagogie, l'ouvrir sous son environnement économique et relancer l'ascenseur social. Cette ambition suppose de mieux définir les missions et la place des IUT, non pas pour les fragiliser, encore moins pour les remettre en cause, mais bien pour les placer au cœur des évolutions demandées par tous, à l'issue des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont rassemblé plus de 20 000 acteurs en France. Vous m'avez interpellé sur vos attentes et parfois sur vos préoccupations. J'ai bien entendu vos inquiétudes, j'ai apprécié aussi votre désir de participer à la rénovation que nous engageons. La contribution commune de l'UNPIUT et de l'ADUT aux assises contient d'ailleurs de nombreuses pistes de propositions et de projets partagés. Mais à ce stade, je tenais à vous apporter des éclaircissements et des éléments de réponse à 4 questions principales que vous soulevez. La première concerne la priorité aux bacheliers technologiques pour entrer dans les IUT. Le Premier ministre a été très clair dans son discours d'ouverture des assises concernant l'égale dignité de tout bachelier. Nous n'acceptons aucune hiérarchie selon le bac d'origine, qui s'apparente souvent d'ailleurs à une hiérarchie sociale qui ne dit pas son nom. Le droit aux études supérieures doit être garanti pour tous, avec des parcours de réussite et d'excellence pour tous. Pour cela, l'attractivité de certaines formations universitaires doit être repensée. Pour faire réussir tous les étudiants, et notamment les bacheliers technologiques, il faudra développer des pédagogies différenciées, un accompagnement spécifique et le tutorat. Il sera sans doute nécessaire de renforcer également l'attractivité de certaines de vos formations. Je pense notamment à certains départements secondaires. Je sais que vous y êtes favorables. Mais dans le même temps, nous devons regarder la réalité en face. Pour certains, l'accès aux IUT est devenu une voie de contournement des premiers cycles universitaires et l'on rejoint ensuite les masters. Victimes de leur succès, certains départements jouent parfois davantage le rôle de prépa technologique que de filières permettant une insertion professionnelle rapide.
Il faut donc s'assurer que ceux qui choisissent les IUT, parce qu'ils ont été conçus à l'origine pour eux, puissent légitimement y accéder. Or, l'on sait que les bacheliers professionnels, je pense au BTS, et technologiques pour les IUT, ont 7 fois plus de risques d'échouer en premier cycle à l'université, où ils se retrouvent par défaut, parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les filières que j'ai précitées, et ils ont 7 fois plus de chances donc d'échouer que les bacheliers généraux. Le projet de loi sur le SR a donc fait le choix d'inscrire une priorité d'accès des bacheliers professionnels dans les STS et des bacheliers technologiques dans les IUT. C'est un devoir de justice sociale, un enjeu de réussite des parcours de formation et un enjeu d'insertion professionnelle. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir des interrogations. Permettez-moi d'y répondre clairement. La priorité d'accès ne veut pas dire la fin de la sélection. La qualité de vos formations est d'abord due à leur contenu plutôt qu'à leur modalité d'accès. Mais pour être efficace, les moyens déployés en IUT doivent être concentrés sur une population étudiante forcément limitée. Priorité d'accès ne veut pas dire enfin instauration de quotas, solution qui ne prendrait pas en compte la diversité des filières, des situations locales et des parcours. Cette priorité d'accès se définit avec une méthode claire à partir d'objectifs nationaux et académiques. Les études d'impact en cours de finalisation au ministère démontrent que cette démarche est possible. Le curseur ne modifierait en définitive que de 10 à 15% des effectifs par origine de baccalauréat. La difficulté n'est donc pas insurmontable. Renforcer l'accès des bacheliers technologiques à vos formations universitaires de technologie est un engagement du gouvernement et du président de la République lui-même. C'est aussi une orientation que vous avez proposée et encouragée dans le cadre des assises. Nous sommes donc en phase sur l'objectif et nous l'atteindrons ensemble, en concertation, car au-delà du principe inscrit dans la loi, les modalités seront précisées par décret. La seconde question que je souhaitais soulever touche au cadre national des DUT dans le processus d'accréditation. La loi prévoit de développer une démarche d'accréditation des formations. C'est un instrument de simplification administrative et de lisibilité, certainement pas une démarche de dérégulation, puisqu'elle renvoie à une nomenclature des diplômes et à un cahier des charges national assumé par le ministère, toujours en dialogue. L'accréditation est même plus exigeante que l'habilitation car elle ajoute des exigences portant sur des conditions de faisabilité des formations. La démarche d'accréditation ne remettra pas en cause le cadre national de vos diplômes ni l'existence de la commission consultative nationale. Ce cadre national des DUT est une force. Il garantit la reconnaissance des qualifications obtenues sur le marché du travail. Mais puisque l'accréditation est une démarche de construction de l'offre de formation d'un établissement ou d'un site, les IUT doivent y participer. Nous étudions d'ailleurs la possibilité que l'accréditation puisse faire explicitement mention des composantes porteuses de certaines formations. Je voulais également aborder la place des IUT dans les futurs regroupements territoriaux. Conformément aux propositions des assises et au rapport fait par Jean-Yves Le Déaut, le projet de loi dessine les contours possibles des fusions ou regroupements d'universités dans une même académie ou une même région. C'est indispensable pour la visibilité, pour la transversalité, pour la compétitivité, tant au niveau national qu'international. Mais l'objectif des regroupements est de faire coopérer toutes les filières d'enseignement et surtout pas d'effacer l'identité de chacune, ou d'aucune d'entre elles. Je considère que les IUT doivent se développer et renforcer leur spécificité. C'est ce qui fait leur force. Mais vos équipes et vos départements doivent aussi participer aux dynamiques territoriales, scientifiques et pédagogiques qui sont en cours, au risque d'une marginalisation qui les affaiblirait s'ils ne le faisaient pas. Ces regroupements ont besoin des IUT, de ce que vous représentez pour l'enseignement supérieur de notre pays et pour la culture et l'expérience que vous avez acquise. Enfin, concernant la gouvernance universitaire et l'autonomie financière des IUT, l'État sera garant de cette bonne coopération. La loi de 2007, la loi LRU, a suscité des inquiétudes légitimes sur le devenir des IUT dans la gouvernance des universités. Le transfert de la masse salariale, le budget global ou la certification des comptes concernent toutes les composantes universitaires. Certaines composantes, dont les IUT, bénéficient d'une autonomie relative sur plusieurs points. Cela ne sera pas remis en cause dans le projet de loi. Plusieurs instruments et circulaires sont censés encadrer les relations entre les composantes et l'établissement. Visiblement, ça ne marche pas toujours très bien. Pour ma part, je considère que l'on doit reprendre tout cela ensemble, sereinement. Les contrats objectifs moyens, les COM, fonctionnent de manière trop irrégulière pour être efficaces. Je le sais et je connais aussi votre demande. Je n'écarte pas la possibilité de mieux cadrer ces COM,
pour les IUT comme pour l'ensemble des composantes. Mais ces COM doivent surtout changer de dimension et de signification. Un COM doit clarifier l'ensemble des relations entre la composante et l'université, les engagements réciproques, les procédures, les objectifs partagés et la contribution de chacun. Il faut donc passer d'un COM de protection à un COM de projet et de cadrage. Là aussi, je suis ouverte à cette discussion. Pour engager les échanges sur ces différents points, je souhaite rencontrer les bureaux de vos deux associations dans les prochaines semaines. Tout ne sera pas dans la loi et notre dialogue devra se poursuivre pour préparer ensemble les dispositions réglementaires qui seront nécessaires. Ma détermination est totale pour engager l'enseignement supérieur dans un processus de changement au service du pays et de la jeunesse, notre avenir. Ma détermination est tout aussi forte pour que les IUT, que je connais bien, dans le maintien de leur spécificité et de leur force, s'intègrent pleinement dans ces évolutions. Je vous remercie de votre engagement, je vous remercie à l'avance du dialogue que nous allons engager à nouveau et vous souhaite de riches débats. Merci de votre attention.